Notre anime commence avec une jeune fille connaissant le destin difficile qui l'attend, car elle pourrait bientôt partir dans l'au-delà 2 fois de suite, bien que cela n'ait aucun sens au départ. Nous rencontrons ensuite le Seigneur qui était sur le point de mettre fin à la vie de la jeune fille, car elle avait trahi l'accord qu'ils avaient conclu il y a de nombreuses années. Cette dernière ne semblait souhaiter qu'une dernière fois qu'on la regarde en face comme un ultime acte de pitié. Mais avant de voir ce qui est arrivé à la pauvre femme, nous voyageons quelques années en arrière dans la même ville où une jeune Nina courait après avoir volé des marchandises en compagnie de l'un de ses camarades, Saji, le jeune homme à la queue de cheval et le plus petit des trois. Colin, un homme, n'avait que ses 2 compagnons pour survivre, et il volait les riches de leurs terres comme seule option. 5 ans auparavant, une terrible peste avait décimé une grande partie de la population, laissant nos protagonistes sans famille. Il convient de préciser que ces 2 jeunes hommes sont frères, et lorsque Colin trouva un joli bracelet, il remarqua que les yeux de Nina et ceux de Lapis étaient très similaires, bien que cela gênait la jeune fille. À ce moment-là, son frère aîné demanda un peu d'intimité à Colin, car Nina ne pouvait ni porter ce bijou ni même montrer ses yeux bleus, sous peine d'être vendue pour une somme d'argent aux riches du royaume, qui achetaient des personnes uniquement pour les garder comme trophées. Plus tard, l'heure du repas arriva, et bien que la nourriture de Nina soit affreuse comme d'habitude, le fait qu'ils soient ensemble était suffisant pour les petits. Mais comme les ennuis ne finissent jamais, il y eut un moment où Colin tomba malade à cause de la fièvre. Son frère aîné savait que s'il ne faisait rien rapidement, sa vie serait en danger, et bien que Nina ait voulu l'emmener chez le médecin pour le sauver, Saji savait qu'il ne pourrait pas payer. À ce moment-là, Saji se lamenta d'être né sous une étoile pauvre, car celle-ci dicte qui est pauvre ou riche, qui a une bonne vie ou une mauvaise. Cependant, Nina voulait toujours trouver un moyen de sauver son compagnon. Le panique s'empara alors de Saji, qui lui dit des mots blessants, lui demandant de se taire, car elle ne faisait même pas partie de leur famille. Ces mots blessèrent la petite, la poussant à une tentative désespérée pour voler des médicaments pour Colin. Mais bien sûr, seule, elle finit sans médicaments et avec une raclée d'adultes en plein après-midi, où le reflet de ses yeux lui rappelait à quel point elle était insignifiante. Un peu plus tard, sous une pluie battante, un groupe d'hommes mystérieux discutait de leurs problèmes, car leur princesse venait d'avoir un grave accident, et il était évident qu'elle ne survivrait pas. Leur seule solution était de trouver une remplaçante le plus rapidement possible. Les heures passèrent, et au petit matin, dans un champ de tombes, nous voyons ce que le destin a réservé aux plus jeunes du groupe. Malgré tout, il ne semblait pas en colère. En fait, il s'excusa auprès de Nina et lui demanda de l'accompagner quelque part plus tard. En un instant, nous arrivons à cet endroit, mais quelque chose semblait étrange, et en un clin d'œil, nous voyons le piège tendu à la jeune fille, littéralement vendue à des esclavagistes par son meilleur ami. Ces derniers vérifièrent immédiatement les yeux de Nina pour confirmer si elle avait les mêmes yeux que leur princesse. Cet homme surprit Nina avec ses yeux dorés, car elle savait que ceux-ci étaient semblables à ceux d'une bête. Après cela, Nina fut recrutée pour les servir, mais d'abord, il fallait la laver et lui mettre de nouveaux vêtements. L'homme aux yeux dorés lui rappelle qu'aujourd'hui, elle allait perdre sa vie pour renaître en tant que princesse. Dans une scène suivante, nous voyons Nina courir, fuyant les dames de la maison, car elle n'était pas complètement habillée. Mais lorsqu'elle trébucha, le même ravisseur, qui était en réalité le prince Azur, fit son apparition. En voyant Nina après une bonne séance de lavage, il n'arrivait pas à croire qu'elle était la même gamine sale qu'il avait achetée récemment. Malgré cela, elle restait trop plébéienne pour le château, et avec une épée, il marqua le début de la nouvelle vie de Nina. Azur déclara que, dès aujourd'hui, Nina deviendrait la princesse et prêtresse Alisha, qui n'aurait que 3 mois pour apprendre à se comporter convenablement, car sa mission était d'épouser le prince héritier de Galgada, et par conséquent, le successeur du trône actuel. Cela signifiait que Nina avait pour mission de ne jamais être découverte, sous peine de perdre la vie. Cependant, après tant de sermons, Nina donna un coup de pied pour s'emparer de l'épée d'Azur, lui rappelant que, en d'autres termes, c'était un énorme service qu'elle lui rendait. Même si elle n'était pas du tout menaçante, la petite demandait toujours des explications sur pourquoi elle devait faire tant d'efforts pour un inconnu. Malgré cela, le prince lui rappela bien qu'une pauvre fille comme elle n'avait nulle part où aller, et qu'être une princesse ne devrait pas être un mauvais tournant dans sa vie. Après l'avoir écouté, le prince se présenta comme le second héritier du trône, tout en lui rappelant qu'il serait celui qui s'occuperait de sa transformation. Un peu plus tard, le cours d'éducation commença, et comme Nina n'était pas habituée, elle détestait agir comme une enfant stupide. Pour éviter ces leçons, Nina rappela au prince que les pauvres n'avaient pas accès à l'éducation dans ce monde, ce qui signifiait qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Elle ajouta qu'il serait plus efficace d'abandonner ces cours inutiles. Le prince savait cela, mais il voulait que Nina répète simplement ce qu'il lui enseignait, car il s'agissait des bases de l'étiquette pour toute princesse. En outre, elle avait bientôt un rendez-vous avec Sa Majesté le Roi pour une audience, ce qui commença à effrayer Nina, car non seulement elle manquait de classe, mais il était également possible qu'elle soit découverte étant pratiquement une autre personne. Ce sentiment de peur fut apaisé à la fois par le prince et par les servantes de la maison,
qui lui rappelèrent que la seule raison pour laquelle elle était ici, c'était ses yeux bleus. On nous explique que la vraie princesse Alisha, la fille de la 3e reine, devait devenir la prochaine prêtresse astrale. Bien qu'une princesse soit normalement élevée dans un grand château, elle avait été élevée dans un village d'étoiles. Le début de sa carrière de prêtresse devait avoir lieu lors du même festival des étoiles, qui marquerait son destin à ses 16 ans. Ces lumières rappelaient à Nina un souvenir du passé, où ses parents lui assuraient que ces belles lumières étaient des lumières d'espoir. Perdre ses parents, puis perdre ses nouveaux frères, lui rappelait à quel point la vie avait été dure pour elle. Les servantes continuèrent à raconter que le roi n'avait jamais pris la peine de rendre visite à sa fille, et que très peu de personnes avaient eu la chance de voir la princesse. Si Nina agissait correctement, il était peu probable que quelqu'un lui fasse du mal. Avec la promesse d'Azur de recevoir une récompense pour avoir bien agi lors de l'audience, et les supplications des servantes, Nina se trouva contrainte de faire de son mieux. Les jours passèrent, et Nina, bien que paresseuse, s'efforça de progresser, même si elle en venait presque à vouloir abandonner la mission. Cela fut reconnu par le prince, qui, pour la motiver un peu plus, emmena Nina dans un voyage pour voir tout le royaume depuis les hauteurs. Cette vue montra à Nina à quel point elle se trouvait dans un lieu important, car jamais auparavant elle n'avait vu de tels paysages. Malgré son manque d'enthousiasme pour le prince, quand Azur lui demanda à nouveau son aide, elle réfléchit et réalisa qu'elle était nécessaire à quelqu'un. Une partie de Nina ressentit alors le désir de s'efforcer davantage, ayant un nouvel objectif dans la vie. Lorsque le jour de l'audience arriva, Nina portait une magnifique robe royale, avec un rappel de ses servantes de ne pas ruiner l'occasion, car cela pourrait leur coûter la tête. En arrivant au royaume, Nina entra sans problème dans le château pour saluer sa majesté de la manière la plus cordiale possible, ce qui réussit à tromper le roi, qui loua les beaux yeux de sa fille, qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps. Le roi voulut également savoir où se trouvait son demi-frère, nous révélant ainsi qu'Azur avait ce lien de parenté avec la princesse. Au même moment, la reine se rappela quelque chose à propos de sa fille. Après avoir passé tant d'années à s'entraîner pour devenir une prêtresse adéquate, elle devait sûrement être capable d'exécuter une danse pour le prince Muulom. Même à distance, les membres du conseil se demandaient pourquoi la reine demandait quelque chose d'aussi insensé à ce moment-là. Cela pétrifia Nina de peur, car elle n'avait appris aucune danse pendant ses entraînements avec Azur. Quand vint le moment de la danse, Nina voulut dire la vérité pour se sauver, mais son demi-frère vint à sa rescousse, la sauvant en rappelant à ses parents qu'Alisha n'était pas encore majeure et n'avait pas encore assumé ses devoirs astraux. Faire danser la jeune fille à ce moment ne pouvait qu'apporter la malchance à sa future relation avec le prince Muulom, d'autant plus que celui-ci n'était même pas présent pour assister à la danse. Grâce à ce mensonge, le prince put sauver Nina. Après avoir réfléchi au fait qu'ils auraient pu mettre fin à ses jours aujourd'hui, Nina comprit que le risque ne valait pas les récompenses d'une vie dans une famille riche. Elle décida de retourner là où elle avait toujours appartenu. Mais avec Sagi qui la trahit, elle se désiste. La reine du royaume était la véritable mère d'Azur, ce que la nouvelle reine interpréta mal. Avec un enfant qui n'était pas le sien, elle ne pouvait que penser du mal de la vie d'Azur. Et bien que ce dernier ait affirmé qu'il ne ferait jamais de mal à la femme de son père, la reine continua à harceler le prince en parlant de sa mère, assurant que les femmes craintives et faibles de caractère ne pouvaient pas réussir dans ce monde. Dans un geste insensé, la femme jeta son éventail à l'eau, prétendant qu'Azur l'avait fait tomber. Bien que le jeune prince tentât de lui en offrir un autre, la reine, sachant qu'il faisait très chaud, exigea rapidement qu'on lui ramène son éventail. C'est à ce moment que Nina saisit l'occasion pour plonger dans l'eau et mouiller la reine elle-même, avant de lui rendre son précieux éventail. Ce geste faillit valoir à la jeune fille un coup royal pour avoir osé la mouiller, mais avec Azur devant elle, personne ne put la frapper. Même les suivantes de la reine l'empêchèrent de le faire, évitant ainsi un problème plus grave encore. Bien que Nina fût très triste d'avoir causé des ennuis au prince, ce dernier se mit à rire discrètement et lui assura qu'elle n'avait rien fait de mal. Ils avaient même réussi à tromper le roi avec la présence de Nina, et la reine n'était plus un problème majeur. Il était clair qu'une femme aussi simple qu'elle chercherait toujours à créer des problèmes. Comme promis, Nina avait le droit de demander ce qu'elle voulait une fois rentrée chez elle. Son seul souhait était de recevoir un compliment sincère de la part d'Azur pour tout son effort. Cela fut compris par la servante de la maison, qui crut que Nina devait se sentir très seule. Cela poussa le prince à lui faire un compliment sincère, ce qui apporta à la jeune fille une grande joie après tous les efforts qu'elle avait fournis pour devenir une véritable princesse. Le Festival des Étoiles est une célébration des récoltes qui a lieu en été. Les gens font des offrandes pour remercier le dieu des étoiles et accrochent des lanternes à la porte de leur maison, une par personne, tout en faisant un vœu. Pendant ce temps, la protagoniste, supposément malade, se repose et toutes les portes ont été fermées pour qu'elle ne sorte pas seule. Cependant, elle veut faire une petite promenade, et c'est là qu'un jeune garçon l'aperçoit, c'est le premier prince, beaucoup plus jeune que le prince vicieux. Au début, il pensait qu'elle était une voleuse, mais il la reconnaît grâce à la couleur de ses yeux. En tant que futur roi, il peut l'emmener où il veut. Dans ce cas, la protagoniste demande quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre le prince aux yeux dorés.
Sa mission est de devenir très forte pour le protéger. Le prince, qui fuit les entraînements à l'épée, espère découvrir les faiblesses du prince aux yeux dorés pour pouvoir le vaincre. Alors qu'elle ressent une présence qui l'observe, ils se retrouvent dans la chambre, comme s'ils étaient ailleurs. À 17 ans, le prince aux yeux dorés dirige déjà son propre escadron. Lorsqu'ils essaient de se cacher, il les trouve rapidement. Le prince, agacé, dit qu'il peut garder le trône s'il n'est pas digne de le porter, puis il s'enfuit, mais tombe dans un puits avec la protagoniste. Au fond du puits, elle le serre contre elle pour lui donner de la chaleur. Ils doivent simplement attendre d'être secourus, car c'est un prince, et tout le monde doit sûrement être à sa recherche. Être prince est plus compliqué qu'on ne le croit, car on lui met des idées en tête à tout bout de champ. En réalité, il aime beaucoup son frère, le prince aux yeux dorés, et voulait découvrir ses faiblesses pour pouvoir se rapprocher de lui. En d'autres termes, il le considère comme un modèle à suivre. Il se rend compte que l'eau monte dans le puits, malgré le fait que le prince soit un peu potelé, elle le porte pendant des heures. Finalement, le prince aux yeux dorés les retrouve après un long moment et la remercie d'avoir pris soin de son frère. Plus tard, le prince demande à apprendre à manier l'épée. Il pensait tout ce temps que son frère l'évitait. À ce moment-là, en privé, il lui demande s'il a une faiblesse pour que le prince ait plus confiance en lui et aussi pour le faire chanter. Le prince aux yeux dorés avoue qu'il n'aime pas les choses informes, et il ne parle pas des fantômes. Entre-temps, des rumeurs circulent disant que la princesse est morte et que la protagoniste est une imposture, mais ses yeux bleus font douter tout le monde. Le matin, on lui rappelle que peu importe où elle doit rester fidèle à son rôle. Alors que le festival approche, elle n'aura pas à danser, car le prince aux yeux dorés s'est assuré qu'elle n'ait aucune tâche à accomplir, mais elle est quand même autorisée à faire un vœu. La malchanceuse apparaît alors et lui conseille de ne pas souhaiter obtenir le trône. Le roi, en revanche, est très aimable avec elle malgré ce que l'on raconte. Il apprécie même la protagoniste pour son franc-parler et son attitude directe, car les personnes les plus dangereuses sont celles qui feignent et trahissent. Le prince aux yeux dorés n'a pas besoin de lanterne, car il n'a aucun vœu à formuler. Peut-être est-ce parce qu'il ne désire rien ou que son vœu a déjà été exaucé. Le prince est souvent malade et redoute l'arrivée du festival, car un mois et demi après celui-ci, la protagoniste devra partir pour se marier dans le royaume voisin, situé au-delà des montagnes. Le voyage, que ce soit par mer ou par terre, est très long. Ce royaume voisin a progressivement conquis des territoires et il se dit que le premier prince est terrifiant. Si le grand-père du prince aux yeux dorés n'était pas malade, il aurait sûrement pris des mesures. Autrement dit, une fois parti, la protagoniste ne reverra plus le prince aux yeux dorés. À ce moment-là, un individu indiscret lui fait subtilement comprendre qu'elle pourrait sortir discrètement sans autorisation. Elle a le pressentiment qu'un événement grave va se produire, alors elle décide de quitter le palais le jour du festival. Quelqu'un parle d'une orpheline aux yeux très bleus, qui avait à peu près le même âge qu'elle et vivait dans le village des étoiles. Il n'en a jamais été question, et avec l'état de santé de l'ancien roi, cela pourrait servir à contrôler la situation. La protagoniste, suivant les conseils de l'indiscret, s'échappe en portant une cape et atteint la ville. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas retourné là où elle vivait. Ses parents lui disaient souvent que ses yeux étaient de la couleur du dieu des étoiles, mais elle devait les cacher jusqu'à ce qu'elle soit plus grande. Tout le monde l'appelait par son nom, et ses frères la protégeaient aussi. En revenant à son ancienne maison, elle constate que personne n'y est. Elle se sent trahie, car tout le monde est parti et sa véritable identité est morte. Désormais, elle n'est plus que la princesse, bientôt mariée à un lointain pays. Cela rappelle au prince aux yeux dorés qu'il a oublié le nom et le visage de ses parents, tout ce dont il se souvient, c'est du nom que le roi lui a donné. Juste à ce moment-là, les méchants font leur apparition et le prince aux yeux dorés commence à éliminer tous ceux qui en savent trop sur l'imposture de la princesse, y compris l'homme qui avait suggéré à Nina de sortir. Dans le royaume, il y a beaucoup de gens qui détestent l'existence même du prince aux yeux dorés, donc un autre objectif est de l'éliminer. Le prince blessé, la protagoniste a l'occasion de s'échapper, car le prince lui dit qu'ils trouveront une autre remplaçante, donc peu importe. Mais elle refuse de le faire car le prince sera en mauvaise posture, puis elle déchire son habit pour panser la blessure du prince qui est content qu'elle soit restée. Il reconnaît son aide et la serre dans ses bras, ce qui resserre le cœur de la jeune petite fille, puis se sent aux anges.